l'hébergement citoyen comme réponse aux violences conjugales. Bonjour Aude Ferret. Bonjour Merci Michel. d'être dans ce studio. Vous êtes la responsable du développement de l'association Un abri qui sauve des vies. C'est le nom de l'association, Un C'est abri ça, oui. qui sauve des vies. C'est la première association nationale d'hébergement citoyen dédiée aux victimes de violences, j'ai dit conjugales, mais conjugales et intrafamiliales. C'est ça, oui. Quel est le concept ? Alors le concept est né pendant le premier confinement. En juillet 2020, sur un projet solitaire d'étudiants, master de communication, qui avait ce projet, en fait, en tout cas ce devoir d'allier la notion de solidarité et de confinement. À l'époque, vous vous en souvenez, j'imagine, on médiatisait la recrudescence des violences conjugales et intrafamiliales, et puis à la fois, on mettait aussi en avant de nouveaux modèles de coopération, comme le prêt de logement vacant pour le père soignant et le soignant. Et l'un de ces étudiants s'est dit qu'il pouvait peut-être adapter ce prêt de logement vacant aux personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. C'est sur cette idée de base que le dispositif s'est monté. Et donc, en somme, il s'agit en fait pour un citoyen de tendre la main à une personne victime de violences conjugales et intrafamiliales. Donc, de mettre à disposition gratuitement une partie de son logement, donc c'est souvent une chambre, Justement, pour mettre à l'abri. voilà, vous allez nous expliquer. Donc, organiser, encadrer la mise à Oui, disposition gratuite, c'est ça, de oui. chambres ou de logements entiers, Tout à fait, c'est oui. par des particuliers, par des professionnels. Concrètement, ça veut dire quoi, que les abritants deviennent des familles d'accueil ? Alors, en somme, un citoyen qui souhaite aider a un peu de place à la maison. Donc, en l'occurrence, une chambre. Ça peut être même un canapé-lit. Et donc, en fait, il nous appelle, il s'inscrit sur le site internet. Il y a différentes étapes pour pouvoir être hébergeant chez nous. Et une fois que ces étapes sont validées, on contacte le citoyen qui se trouve sur notre base de données quand on a une orientation, une demande de mise à l'abri. Et ensuite, nous, les bénévoles, organisons et encadrons cet hébergement-là pour mettre à disposition un espace pour une personne victime. Vous dites, il y a un process tout de même, ça veut dire que Oui, l'abritant n'est pas le tout venant. Il y a tout de même des bien sûr. rencontres ou une, entre guillemets, vérification, savoir qui est capable d'accueillir. Tout à fait, il y a des vérifications du logement, Hmm. d'identité également, et puis de longs échanges avec nos équipes bénévoles pour comprendre effectivement les motivations de ce citoyen qui souhaite s'engager, de comprendre aussi ses capacités d'hébergement, s'il peut héberger une femme seule ou une femme avec ses enfants, s'il peut également héberger potentiellement des animaux. Hmm. Voilà, c'est aussi des vrais sujets quand on souhaite quitter un logement. On veut aussi partir avec ces animaux, en l'occurrence. Et l'idée, c'est de faire un matching entre les citoyens qui souhaitent héberger et les besoins de la personne victime. Alors, vous l'avez dit, c'est né suite à la période du Covid. C'est ça. L'association, cette année, propose plus du double de nuitées que l'an dernier, entre 7 et 8 000 contre 3 000 en 2024. Dans la région des Hauts-de-France, où est-ce qu'on en est ? Alors, dans la région des Hauts-de-France, donc, il faut savoir que la région des Hauts-de-France, c'est la deuxième région la plus dynamique au sein de l'association, après l'Île-de-France. Donc, ça représente à peu près 30% de nos situations orientées. Donc, effectivement, il y a un véritable besoin identifié. Et donc, l'antenne Hauts-de-France a vu le jour en mars 2024. Donc, on est sur une phase de développement plus, j'ai envie de dire. Donc, aujourd'hui, on a un développement localisé sur le département du Nord et on essaime sur les autres départements. Cet été, une enquête nationale publiée par votre association révélait qu'un quart des Français, ça fait tout de même beaucoup, se dit prêt à accueillir une victime de violence conjugale chez lui. Alors, un chiffre donc encourageant, parce que c'est beaucoup, c'est solidaire, mais terrible aussi parce que ça veut dire que les Français considèrent que c'est un sujet de société très important. Qu'est-ce que ça nous dit finalement que les Français sont prêts à ouvrir leurs portes ? Ça veut dire surtout que les Français, effectivement, outre la conscience de cette problématique-là, ont envie de participer en fait à leur échelle à l'aide. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que chacun d'entre nous, en fait, à sa hauteur, un peu l'histoire du colibri, j'ai envie de dire, j'aime bien prendre cette métaphore, tend la main. Donc ça peut être sur de la mise à l'abri, ça peut être aussi sur des missions annexes au sein de l'association, c'est-à-dire mobiliser son réseau, en somme. C'est aussi permettre d'organiser et d'encadrer ces hébergements. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on n'est pas dans une société individualiste comme quelquefois on a tendance à nous le faire croire, mais au contraire, une société solidaire qui a envie de tendre la main. Alors j'ai lu aussi dans l'enquête que 60% des personnes prêtes à agir choisiraient l'hébergement citoyen. Mhm. Ça veut dire que l'institutionnel n'est pas la première porte à laquelle une victime est prête à aller frapper ? Alors, bien sûr, aujourd'hui, on a tous en tête que le droit commun, comme on l'appelle, Mhm. a ses limites. Je pense plutôt qu'un dispositif comme le nôtre a une vocation de complémentarité à l'existant. L'hébergement citoyen ne correspond pas à tous les profils non plus de personnes victimes. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'État
avec les citoyens, si on serre la main, si on se met ensemble, et ben effectivement, on peut proposer des dispositifs complémentaires qui répondent à tous les besoins. Donc l'État n'est pas suffisant, mais tout de même, c'est une structure Bah, forte qui l'État, est bien prête. sûr, si des dispositifs comme les nôtres voient le jour, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il y a un besoin de complémentarité. Hmm. C'est une certitude. Quelles sont les solutions d'hébergement aujourd'hui quand on décide de quitter un conjoint violent? Alors, la première des choses que l'on peut faire quand on est un citoyen victime, c'est d'appeler le 115, un Hmm. dispositif qui permet effectivement d'avoir accès au parc d'hébergement Mais là, sur le territoire. mais le 115, c'est l'hébergement classique, entre C'est ça, guillemets, tout à d'urgence fait. classique. Tout Mhm. à fait, c'est tout à fait ça. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a ces solutions de droit commun. En ce qui nous concerne, en fait, enfin, le process, on a une permanence téléphonique qui est accessible, donc du coup, 7 jours sur 7, de 8 heures à 23 heures. Et c'est par ce biais, en fait, qu'on peut nous contacter et formuler, du coup, une demande de mise à l'abri. Mhm. Sur le site du ministère de l'Intérieur, j'ai regardé tout à l'heure, la grande majorité des victimes sont des femmes, Oui. 86%. Les mises en Mm. cause sont très largement des hommes, 88%. Seule une victime sur 4 de violences conjugales a porté plainte. Est-ce que votre association, justement, permet finalement, là on voit une sur 4 a décidé de porter plainte, c'est la marche, comment dire, juste avant la plainte, c'est-à-dire que c'est la première étape? Alors, oui et non, on ne peut pas généraliser sur Mm. le parcours des personnes victimes. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant qu'association, les équipes bénévoles sont à l'écoute des besoins de la personne. Donc on va à son rythme. Effectivement, l'idée première, c'est de mettre à l'abri. L'idée qui suit, c'est de mobiliser en fait, les acteurs locaux pour l'accompagnement. Donc ça, c'est au rythme de la personne victime. Combien est-ce que vous avez d'habitants dans la région? Alors sur la région, on tourne aux alentours de 170. Il y a Voilà, 170 personnes qui sont prêtes comme ça, là, quoi, c'est ça. dans l'heure, dans la journée, dans les... Alors, pas forcément de manière concomitante, ça Mhm. dépend des disponibilités de chacun et de chacune. Et ça, c'est important que l'abritant, effectivement, il verbalise ça. Il peut être sollicité au regard d'un besoin de notre association, mais il a le choix, bien entendu, de dire oui ou non. Oui, là, je suis dispo ce soir. Non, je reçois de la famille. Ou juste non, j'ai pas la bande passante pour accueillir. Et ça, notre travail, effectivement, c'est de développer cette communauté d'abritantes. Je dis souvent abritantes parce qu'on a majoritairement des femmes qui hébergent à hauteur de 58%. Donc ça, c'est le rôle de l'association, d'avoir une communauté suffisamment importante et large pour avoir du coup toujours quelqu'un de dispo en somme. On abrite combien de temps? Encore une fois, c'est en fonction de vos dispos, de vos envies aussi. Ça, c'est très important de respecter en fait ça, de s'écouter parce que héberger une personne victime, ça demande une certaine disponibilité et donc il faut être prêt, prête, disposé à recevoir quelqu'un dans un cadre sympa, comment dirais-je, regarder un film ensemble, partager un repas, voilà tout ça et à construire avec les personnes que l'on héberge. L'État propose 11 000 places spécialisées de son côté sur cette thématique. Alors, en ville, on comprend que le modèle prenne, mais qu'est-ce que ça donne à la campagne, dans les zones Alors, rurales? justement, c'est aussi une plus-value d'un dispositif d'hébergement citoyen, là où on sait qu'effectivement, les structures de droit commun ne pourront pas s'établir. Un abri qui sauve des vies, pour le coup, peut le faire. Grâce à cette communauté d'abritants, on permet effectivement de pouvoir avoir une communauté en ruralité, en campagne, au plus proche en fait des personnes victimes, pour permettre la sortie du logement Euh, violent. Où est-ce que vous placez la limite? Par exemple, une personne qui aurait envie de faire un break, et Oui, elle se tourne vers vous et elle peut trouver un logement? c'est-à-dire un break. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de violence identifiée, mais elle se dit, tiens, c'est peut-être le moment pour moi de prendre un peu de Alors, distance. il faut savoir que la porte d'entrée au sein de l'asso, c'est une personne majeure, homme ou femme d'ailleurs, qui déclare être victime de violences conjugales et intrafamiliales. Donc ça conditionne en fait l'hébergement. Mhm. Et vous vérifiez, entre guillemets. Alors on vérifie entre guillemets, on échange plutôt avec la personne victime ou alors avec le professionnel qui oriente la personne victime pour comprendre la situation, pour comprendre le profil de la personne, pour comprendre ses besoins, pour évaluer le niveau de danger. Et tout ça, en fait, l'idée c'est d'avoir une adéquation entre le profil, les attentes de la personne victime et l'hébergement citoyen. Tout à l'heure, vous disiez que les Hauts-de-France étaient une région très dynamique C'est ça. dans l'association. Ça paraît très enthousiasmant, mais peut-être aussi désespérant. Comment il faut voir ce dynamisme? Est-ce que ça veut dire que la réalité est plus qu'ailleurs de violences intrafamiliales ou conjugales développées? Oui, c'est un territoire effectivement où il y a un véritable besoin, où il y a une véritable problématique aussi de saturation des réseaux d'hébergement d'urgence. Donc il y a une nécessité de développer en fait des dispositifs comme les nôtres. Aude Ferret, je rappelle que vous êtes responsable du développement de l'association Un abri qui sauve des vies. Ça se trouve très simplement sur Internet. C'est ça, Un tout à abri fait. qui sauve des vies. On peut s'y inscrire, on peut découvrir
offrir, on peut proposer d'abriter ou se tourner vers vous en cas de besoin. Mais là, c'est peut-être aussi soigner un malaise. Si on traitait le mal par la racine, qu'est-ce que les discours masculinistes qui ressurgissent aussi sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à nos garçons, finalement, à nos frères, à nos neveux, qu'être un homme, c'est pas forcément dominer sa conjointe, sa concubine? Vous avez déjà un peu répondu à la question, hein. C'est l'échange, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation, c'est le respect de manière globale, Mais en qu'est-ce fait. qui va pas? Pourquoi est-ce qu'on en est encore à des chiffres comme ça aujourd'hui, en 2025? Alors, je n'ai pas la réponse à toutes vos questions, j'ai pas fait cette étude-là, mais je pense qu'effectivement, on est dans une période, dans un contexte qui fait que l'identité de genre est parfois difficile et que malgré tout, homme-femme, on peut aussi être dans des rapports de force pour certains. Donc, on va pas tergiverser là-dessus aujourd'hui, c'est pas le propos. Mais en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que apprendre aux enfants de manière globale, hein, aux femmes, aux filles et aux garçons, que le respect mutuel est important et l'empathie aussi Ça est importante. ça paraît la base, mais C'est la base. c'est fou qu'on doive le rappeler aujourd'hui en 2025. On a parlé d'initiatives citoyennes, vous Oui. nous avez expliqué le concept, mais comment vous vivez financièrement? Alors, comment nous vivons, comment on paie nos salaires, C'est hein, ça, c'est parce ça. que c'est le nerf de la guerre. C'est un travail à temps complet, hein. La Charline, notre directrice générale, aidée par une jeune recrue arrivée récemment, c'est remplir des appels à projets, c'est aller au contact des entreprises qui peuvent nous aider, c'est solliciter l'État également là-dessus. Donc c'est un travail au quotidien qui, brique par brique, permet en fait de construire un budget. Je rappelle qu'une chambre, un canapé-lit, un logement vacant, ça permet de remplir un C'est ça. formulaire et de se proposer sans engagement qui nous dépasserait. C'est-à-dire que C'est ça. c'est un dialogue constant et permanent avec vous. C'est ça, ce qu'il faut retenir, si un auditeur ou une auditrice m'entend et est touché par cette cause, c'est qu'effectivement, l'association prend soin des abritants aussi, parce que c'est important, qu'on part toujours de la disponibilité et de la volonté des abritants, et que chacun à sa hauteur, chacune à sa hauteur, on peut permettre à une personne victime d'être à l'abri. Mm. Aude Ferré, responsable du développement depuis 2 ans, hein, 2 ans à quelques jours À près, quelques jours près, à oui. quelques jours près chez un abri qui sauve des vies. C'est quoi en fait votre métier à vous? Alors, mon métier à moi, c'est dans un premier temps, j'ai envie de dire, l'établissement d'antennes dans les régions. C'est-à-dire qu'on pose les valises sur les territoires en structurant des équipes dédiées pour comprendre un petit peu mieux où et comment, en fait, surtout le dispositif peut arriver en Quelles sont vos complémentarité. portes d'entrée? Alors, les portes d'entrée, elles sont à plusieurs niveaux. Les portes d'entrée, elles sont au niveau institutionnel. On va voir, du coup, l'État en déconcentré. On va voir les départements, les députés, les collectivités territoriales aussi qui ont leur rôle à jouer là-dessus. On va voir les associations opératrices. Donc, à différents niveaux, aussi bien pour être soutenu que pour avoir des orientations. On sollicite aussi les citoyens sur le territoire pour construire la communauté d'abritants. On a la recherche de bénévoles sur les territoires. Donc, c'est vraiment un travail très riche à différents niveaux, en fait. Et en 2 ans, puisqu'on c'est ce qu'on vient de dire, quand vous regardez Oui. dans le rétro, qu'est-ce que vous retenez? Alors, je retiens qu'effectivement, quand je suis arrivée il y a 2 ans, j'étais la seule salariée. Mm. Aujourd'hui, on est une plus grosse équipe. On est à peu près 10, alternants confondus. Je vois aussi qu'effectivement, grâce au collectif, on a réussi à développer plusieurs antennes. Donc là, on parle des Hauts-de-France, mais nous avions développé l'Île-de-France avant les Hauts-de-France. On a développé après les Hauts-de-France la Normandie, puis les Pays de la Loire, puis la Bretagne. Et aujourd'hui, on est en Nouvelle-Aquitaine. Je vois que les acteurs sont de plus en plus ouverts à la collaboration. Je vois tous les jours de jolies histoires. Je vois des citoyens qui ont envie d'aider. Je vois des personnes victimes qui rencontrent de belles personnes. Donc c'est pas terminé, mais en tout cas, ça donne de beaux espoirs. Alors avant cela, hein, d'une manière personnelle dans votre parcours, Oui. vous étiez coordinatrice de l'hébergement solidaire au Souffle du Nord. Vous C'est étiez ça. aussi directrice de la 3e place à Roubaix. C'est Et ça. j'étais d'ailleurs venu C'est répondre ça, à quelques tout à questions fait. sur RCF Hauts-de-France. C'est un tiers-lieu événementiel. Encore avant, vous étiez au Papillon Blanc. On comprend un peu que l'humain, finalement, dans votre parcours, c'est ce qui occupe une place particulière. Quel sens ça fait pour vous? Alors, le sens que ça fait pour moi, c'est simplement le moteur qui me permet de me lever le matin. Je me suis souvent posé la question de pourquoi j'étais là, pourquoi je m'attachais toujours à des causes complexes et challengeantes. Et puis tout simplement, un jour, je me suis posé la question, est-ce que tu serais capable de vendre des tapis? Et la réponse a été rapide, c'est non. Donc voilà, l'humain, c'est juste l'humain, l'équité, la solidarité. C'est des valeurs en fait dans lesquelles j'ai grandi et des valeurs que je transmets à mes propres enfants.
enfin, vous le dites avec le sourire, mais parfois ça peut tout de même être des causes assez désespérantes quand vous rencontrez des personnes vraiment dans les grandes Alors, si difficultés. vous dites ça, vous arrêtez tout de suite, vous changez de métier. C'est pas désespérant, c'est juste pas normal. Mmh. C'est juste ça, en fait. Et à un moment donné, quand vous vous dites que c'est pas normal, que des gamins grandissent dans un foyer violent, quand une dame n'arrive pas à être en sécurité, quand voilà, vous vous dites simplement, il y a peut-être des opportunités, des façons de faire autrement. C'est juste ça. On peut pas se nourrir du désespoir, parce que si on se nourrit du désespoir, on arrête et on change de boulot et on vend des tapis pour le coup. Notre slogan ici, c'est la joie se partage Oui. sur RCF. C'est quoi votre joie, vous? Ma joie, vous me prenez au dépourvu. C'est d'être là déjà aujourd'hui, c'est d'échanger avec les gens, c'est aussi mon moteur. Et l'échange, la rencontre, le contact humain. Revenons-en pour conclure donc à l'aspect pratique et concret, parce qu'effectivement, si certaines nous ont entendus Oui. et se disent tiens, pourquoi pas. Donc un abri qui sauve des vies, on va dans un moteur de recherche, C'est ça. on tape un abri qui sauve C'est des ça. vies, et ensuite qu'est-ce qui est proposé? Et puis ensuite, il y a un onglet comment s'engager. Alors vous pouvez être bénévole. Donc encore une fois, le bénévole, c'est la ressource vive qui permet d'organiser et d'encadrer les hébergements. Et vous pouvez devenir abritant. Et là, abritant, effectivement, c'est la capacité à mettre à disposition une partie de son logement pour mettre à l'abri une personne victime. Vous remplissez un formulaire et vous êtes recontacté par nos équipes bénévoles pour échanger sur votre engagement. Et une partie de son logement, ça peut être un canapé. Hein. Ça peut être c'est pas un forcément canapé, un ça peut studio. être une chambre. Oui, en fait, c'est de la colocation solidaire, tout à fait, oui. Merci beaucoup, Je vous en Aude prie. Ferret, responsable du développement de l'association Un abri qui sauve les vies, et qui sauve des vies. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces Je vous en questions. prie. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.